Le 22 juin 1941, la Wehrmacht franchit la frontière. En 18 jours, les colonnes allemandes parcoururent des centaines de kilomètres. Les cartes des officiers d'état-major se couvraient de flèches pointant vers l'est. Tout se déroulait selon le plan. Enfin, presque tout. Le 24 juin, au troisième jour de la guerre, un convoi de ravitaillement de la 6e Panzer-Division progressait sur une route lituanienne en direction de Razainie. Des camions de carburant, de munitions, de vivres, la routine logistique de l'arrière. La route était sèche, la matinée ambrée, la poussière s'élevait en colonne. Aucune menace, aucun signal d'alerte. Les chauffeurs ne ralentirent pas au carrefour. Le premier camion vola en éclats, puis le second. Les explosions déchirèrent l'air matinal avant que quiconque n'ait eu le temps de comprendre d'où l'on tirait. Les débris volaient encore quand la colonne allemande s'immobilisa. Ceux qui avaient survécu regardèrent devant eux et restèrent pétrifiés. Le carrefour était barré par un monolithe d'acier. Ce n'était ni une automitrailleuse, ni un char léger. C'était autre chose. Quelque chose dont aucun d'eux n'avait connaissance. 46 tonnes. La tourelle pivotait déjà. Le sergent Alexandre Sissine était au levier de direction. Pilote mécanicien. Un peu plus de 20 ans, Leningrad, l'usine. Il ne pensait pas à l'usine en ce moment. Il scrutait la fente de vision et attendait l'ordre. À ses côtés, le chef de char. Derrière, le chargeur, le tireur, l'opérateur radio. 6 hommes. Un équipage qui savait ce qu'il faisait et comprenait l'enjeu de sa présence. Barrer la route n'était pas une tactique désespérée. C'était une solution d'ingénierie. La mission était simple. Couper la 6e Panzer-Division de son carburant et de ses munitions. Une division sans ravitaillement n'est plus une division. C'est une foule encombrée de ferrailles inutiles. Un seul char au carrefour pouvait tenir la route. Si ce char ne pouvait être détruit du premier coup, il la tiendrait des heures durant. Il le savait. Les Allemands, non. La 6e Panzer-Division faisait partie du 4e groupe de Panzer de Höppner, le fer de lance de l'offensive du groupe d'armée Nord. Elle devait percer vers la Dvina. Chaque heure de retard signifiait une perte de tempo. La Blitzkrieg reposait sur le tempo. Briser le tempo, c'était casser le mécanisme. Au carrefour de Razainie, le mécanisme commença à s'enrayer. Les premiers motocyclistes allemands tentèrent de contourner les débris par le bas-côté. La tourelle pivota. Un coup de canon. Ils ne passèrent pas. Puis les officiers arrivèrent et commencèrent à évaluer la situation. Le constat était simple. La route était bloquée. Faire demi-tour à la colonne signifierait perdre un temps précieux. Détruire l'obstacle? On ne savait pas trop avec quoi. Les premiers rapports furent envoyés à l'échelon supérieur. La réponse d'en haut arriva avec du retard. Pendant que l'état-major réfléchissait, l'équipage travaillait. Les tentatives allemandes pour dégager le passage furent accueillies par des tirs méthodiques. Pas un coup de trop. Le chef de char choisissait lui-même ses cibles. Un camion, un tir. Une automitrailleuse qui tentait de tâter le bas-côté, un tir. Un véhicule de transmission, un tir. La colonne s'étira, s'arrêta, commença à s'agglutiner. L'embouteillage grandissait. Des centaines de véhicules. Des milliers de soldats qui n'avaient nulle part où aller. Un 8e des effectifs de la division allemande, selon certaines données jusqu'à 12 000 hommes et leur matériel, fut stoppé par un seul équipage. Ce n'est pas une exagération. C'est un fait documenté. Le colonel Erhard Raus commandait le groupement tactique chargé de liquider l'obstacle. Il décrivit plus tard les événements dans ses mémoires. Une description sèche d'officier. Mais même à travers ce langage austère, on perçoit le désarroi d'un homme confronté pour la première fois à un problème pour lequel il n'avait pas d'outils. Raus demanda l'appui de l'artillerie.
L'artillerie lâcha une salve. La tourelle pivota vers les batteries. Le canon tonna. L'artillerie se tut. À l'extérieur, fracas, poussière, fumée. À l'intérieur du char, tout autre chose. 75 mm de blindage homogène laminé forment un mur entre le monde extérieur et ceux qui sont dedans. Les impacts d'obus sont ressentis comme des coups de masse sur la carcasse. Un vacarme assourdissant, l'éclair d'un ricochet, un sifflement dans les oreilles. Mais le blindage tient. Le chargeur saisit l'obus suivant. Le tireur verrouille la cible. Le chef de char désigne la suivante. Le travail continue. Le commandement allemand tentait de réaliser ce qui se passait. Aucun canon anti-char dont Raus disposait ne perçait ce blindage à distance de combat normale. Les tape-clous de 37 mm ricochaient. Quant au pack 38 de 50 mm, on en reparlera plus tard et ce sera bref. À Berlin, des rapports de renseignement sur le char lourd soviétique existaient. On les avait lus. Mais le renseignement indiquait un faible nombre de ces machines, des problèmes de fiabilité, un usage limité. Tout cela était vrai, partiellement vrai. Le vrai problème était ailleurs. Personne n'avait imaginé que ce char se trouverait ici, seul, en travers de la route, et qu'il tiendrait bon. Juin 1941 est une époque où l'armée allemande ne connaissait pas encore le mot « impossible » appliqué à l'adversaire. En 18 jours, il n'y avait eu aucun accroc sérieux. La France était tombée en 6 semaines. La Pologne, en quelques jours de combats sérieux. Tout ce qu'on mettait en travers de la Wehrmacht le balayait. Et voilà ce carrefour. Et ce char qu'on ne balaye pas. La première heure de combat montra aux officiers allemands une chose cruciale. Les outils habituels ne fonctionnaient pas. Il en fallait d'autres. Les trouver prendrait du temps. Le temps, c'était précisément ce pourquoi ces 6 hommes s'étaient mis en travers de la route. Leningrad, usine Kirov, fin des années 30. L'école soviétique de construction de chars ne cherchait pas l'élégance. Elle cherchait la réponse à une question concrète. Comment fabriquer une machine que rien ne peut arrêter? Pas rapide, pas maniable, inarrêtable. Derrière cette question se trouvait l'expérience. La guerre de Finlande, la guerre d'Espagne, Khalkhin-Gol. Chaque conflit fournissait des données. Les données allaient au bureau d'études. Le bureau d'études sortait des plans. Les monstres multitourelles des années 30, les T-28, T-35, s'étaient avérés être des impasses. Complexes, chers, peu fiables. Un blindage mince pour des dimensions énormes. Une cible facile pour n'importe quel canon. Les ingénieurs soviétiques l'avaient compris avant même que ces machines ne soient totalement obsolètes. Joseph Kotin reçut la mission. Ingénieur en chef, 32 ans, usine Kirov, pleine confiance du commissariat du peuple. La mission était précise. Un char lourd avec un blindage à l'épreuve des obus. Pas des balles, des obus. Un blindage que l'obus anti-char standard ne perce pas de face à distance de combat. Cela changeait tout. 75 mm en projection frontale. Pour l'année 1939, c'était un chiffre que la plupart des concepteurs jugeaient excessif. Kotin le jugeait nécessaire. La guerre de Finlande confirma qu'il avait raison. Sur la ligne Mannerheim, le KV-1 encaissait des coups directs des canons anti-chars finlandais. Les obus ricochaient. L'équipage ne signalait les impacts qu'après le combat, d'après les traces sur le blindage. La machine continuait d'avancer. Ce n'est pas une légende, ce sont des rapports d'inspection après combat. 76,2 mm, le calibre du canon F-32 qui équipait le KV-1 en 1941. Vitesse initiale de l'obus perforant, 612 mètres par seconde. À une distance de 500 mètres, l'obus perçait 70 mm de blindage homogène.
C'était suffisant pour détruire n'importe quel char allemand que le KV pouvait croiser en 1941. Moteur diesel V2, 500 chevaux. Le diesel ne s'enflamme pas à l'impact comme l'essence. Ce n'est pas un détail. Sur le champ de bataille, c'est la différence entre un incendie immédiat et la poursuite du combat. Mais comprendre le KV1 uniquement par les chiffres, c'est ne rien comprendre du tout. La machine pesait 46 tonnes. Sur route, elle atteignait 35 km/h. En tout terrain, c'était bien plus lent. La transmission était rude. Après une longue marche, le pilote mécanicien ressortait les paumes meurtries. Passer les vitesses exigeait une force physique colossale. Tous ceux qui travaillaient sur ces machines le savaient. Sissine le savait. La visibilité depuis le char était médiocre. Les fentes de vision étroites. Un seul tourello de commandement. Au combat, le chef de char travaillait comme au fond d'un puits. Champ de vision limité, vacarme du moteur, fracas des tirs. La communication entre les membres de l'équipage se faisait par laryngophone et interphone. Cela fonctionnait par intermittence. Le renseignement allemand connaissait le KV. Il en savait peu. Les premières informations sur les chars lourds soviétiques apparurent dans les rapports de renseignement allemands après la guerre de Finlande. Les agents notaient. Il existe une machine au blindage épais. Les données étaient incomplètes. Les évaluations prudentes. L'état-major général allemand prit l'information en compte dans les grandes lignes, mais n'adapta pas le plan Barbarossa en conséquence. C'était une erreur systémique. Pas une intention malveillante, pas l'incompétence d'un analyste précis, un système de sous-estimation de l'adversaire qui avait fonctionné à la perfection contre la Pologne et la France, mais qui s'enraya face à l'industrie soviétique. Les Allemands ignoraient combien de KV avaient été produits. Ils ignoraient les caractéristiques exactes du blindage. Ils ignoraient que les moyens anti-chars standards des divisions d'infanterie et de panzer étaient inutiles contre cette machine aux distances de combat normales. Le 24 juin, près de Raseiniai, les officiers allemands la prirent à leurs dépens. Parlons maintenant de l'équipage. 6 hommes. L'histoire n'a reconstitué la plupart de leurs noms que partiellement, avec difficulté, des décennies après la guerre. Le chef de char, probablement un lieutenant, selon certaines sources, un sergent-chef, les données divergent. Le pilote mécanicien, Sissine. Les autres, le chargeur, le tireur, l'opérateur radio, un autre membre d'équipage. Les postes sont connus, les noms, pas tous. C'est aussi une partie de l'histoire. C'étaient des professionnels. Non pas parce qu'on les appelait ainsi dans les ordres, mais parce qu'ils comprenaient leur machine. Dans les 3 compartiments de combat, le chargeur manipulait un obus encartouché pesant environ 6 kg. Cadence de tir, jusqu'à 8 coups par minute, avec un équipage bien rodé. Au combat, moins. La fatigue s'accumule vite. La chaleur dans le compartiment de combat d'un char en action frise les 50 degrés. La ventilation est minimale. Ils savaient où ils se trouvaient. Qu'il y ait eu un ordre ou non, le débat reste ouvert. Aucun ordre officiel d'occuper la position au carrefour n'a été retrouvé dans les documents. Peut-être existait-il et a-t-il été détruit avec une partie des archives. Peut-être le chef de char a-t-il pris la décision seul, voyant que la retraite tournait au chaos et que la route restait ouverte aux colonnes allemandes. La seconde option n'était pas une exception pour l'été 41. C'était la norme, pour ceux qui ne craquaient pas. La position fut choisie avec discernement. Le carrefour permettait de contrôler 2 directions. Les massifs forestiers de part et d'autre de la route limitaient les manœuvres de l'adversaire. Des voies de contournement existaient, mais exigeaient du temps et de la reconnaissance. Chaque tentative de contournement, c'était des heures perdues. Chaque heure perdue, c'était un avantage que ces 6 hommes créaient pour une armée qui battait déjà en retraite. L'armée ignorait qu'ils étaient là. Aucune demande à l'état-major du corps d'armée avec la mention « un KV-1
tient le carrefour de Razeigney. Aucun radiogramme avec les coordonnées de la position pour que d'autres unités puissent coordonner leurs actions. Les liaisons radio dans les unités blindées soviétiques à l'été 41 étaient une catastrophe. De nombreux chars partaient au combat sans aucune radio en état de marche. Ceux qui en avaient ne parvenaient souvent pas à joindre l'état-major. Fréquences, codes, procédures de transmission, tout cela s'était effondré dès les premières heures de la guerre. Ils étaient 6, seuls. Et ils le savaient. Cela ne nécessitait pas de mots, cela nécessitait du travail. Râtelier de munitions, vérifié. Canon, en ordre. Moteur, tourne. Cible sur la route, présente. Obus suivant, prêt. La colonne allemande était à l'arrêt. L'état-major de Raus demandait des renforts et des solutions. Pour l'instant, il n'y avait pas de solution. Il n'y avait que cela. 46 tonnes d'acier, 6 hommes à l'intérieur, et une route que personne ne franchirait, tant qu'il serait en vie. Raus prit sa décision rapidement. C'était son style, agir, ne pas attendre. Les canons anti-chars de 50 mm PaK 38 étaient ce que l'infanterie allemande avait de mieux contre les blindés en 1941. Une pièce moderne, un obus perforant avec une vitesse initiale de 830 mètres par seconde. À 500 mètres, perforation de 78 mm de blindage homogène. Selon les calculs, c'était suffisant. Contre un T-34, c'était plus que suffisant. Les pièces furent avancées, les canons mis en batterie. Distance, dans la zone de tir efficace. Première salve. Les obus frappèrent le blindage frontal du KV-1. Le blindage tint bon. Pas presque percé, pas laisser une bosse. Il tint bon. Les obus ricochèrent. Un soldat allemand raconta plus tard avoir vu des étincelles. C'est tout ce qu'ils virent. À l'intérieur du char, choc, fracas, sifflement. Le chef de char inspecta l'équipage. Tout le monde à son poste, canon intact, moteur tournant. « Tireur, plus à gauche, la batterie !» La tourelle pivota. « Feu !» L'un des canons PaK 38 cessa d'exister, les servant avec lui. Deuxième tir, sur la position suivante. Les artilleurs allemands tentèrent de changer de position. La tourelle les suivait. Troisième tir. Raus perdit plusieurs canons en quelques minutes. Ce n'était pas seulement une défaite tactique, c'était un signal. Les moyens anti-chars standards ne fonctionnaient pas. Pas du tout. Un obus de 50 mm dans le blindage frontal d'un KV-1 n'est pas une menace. C'est un bruit. Les artilleurs allemands le comprirent avant leur chef. Panique n'est pas le mot. Plus exactement, désarroi. Le désarroi professionnel d'hommes dont le principal outil vient soudain de faire défaut. Et maintenant? Raus demanda du soutien. En attendant la réponse, il tenta autre chose. L'infanterie, munie de grenades, pouvait s'approcher à la faveur des buissons le long de la route. Il y eut une tentative. La tourelle pivota. Un coup de canon. L'infanterie se plaqua au sol et rampa en arrière. La mitrailleuse lourde DT, dans son affût à rotule frontale, ajouta ses arguments. Personne ne s'approcha du char de près. Pas durant ces heures-là. Le temps passa. Combien exactement? Les sources allemandes donnent des chiffres différents. Raus, dans ses mémoires, parle de cette journée comme d'une succession de tentatives, chacune finissant de la même façon. Le canon se tait, le char reste là. La colonne ne bouge pas. À l'intérieur du KV-1, on faisait ses propres comptes. Dotation en munitions, 115 obus. Chaque tir était choisi sciemment. Le chef de char ne tirait pas sur l'infanterie à longue distance. Il économisait les obus pour les canons et les blindés. Les bandes de mitrailleuses aussi ont eu de fin. Le carburant dans les réservoirs baissait. Le moteur tournait pour assurer l'alimentation électrique de la tourelle et la ventilation. Les heures défilaient.
Le chargeur travaillait en silence. Dans l'étroit compartiment de combat, on ne discute pas, on commande. Saisir l'obus, l'insérer, fermer la culasse, faire son rapport. Prêt. Le tireur verrouilla la cible. Feu. Cela se répétait, encore et encore, méthodiquement. Les Allemands firent une autre tentative. Ils essayèrent d'amener un obusier de campagne léger. 75 mm, tir tendu. L'idée était de frapper sous la tourelle, au niveau du chemin de roulement, là où la tourelle rejoint la caisse. Théoriquement, un point vulnérable. L'obusier se mit en position. La tourelle du KV-1 pivota avant que les servants n'aient eu le temps de charger la pièce. Feu! L'obusier se tut. Raus regardait le carrefour et comptait ses pertes. Plusieurs canons, plusieurs servants, plusieurs heures d'immobilisation. La colonne de ravitaillement n'était pas passée. Le carburant pour les unités de pointe de la division n'était pas livré. Cela signifiait une chose. Les unités de chars à l'avant allaient commencer à s'arrêter. Pas sous le feu de l'ennemi, à cause de réservoirs vides. Un seul char faisait subir cela à une division entière. Dans les documents d'état-major allemand de ce jour, on trouve des notes sur le retard des colonnes de ravitaillement. Les lignes sèches des journaux de marche, derrière elles, la réalité. Des milliers de soldats et de véhicules à l'arrêt sur la route, attendant que quelqu'un trouve une solution. Trouver une solution n'était pas simple. Raus comprenait. Il fallait de l'artillerie lourde ou des canons anti-aériens. Le 88 mm était la seule chose capable de percer à coup sûr un tel blindage à distance normale. Mais les pièces anti-aériennes Flak 18 et Flak 36 étaient lourdes et encombrantes. Il fallait les amener, les mettre en batterie, prendre position. Et le faire de telle sorte que la tourelle du KV n'ait pas le temps de les neutraliser dès le premier tir. Cela exigeait un plan et du temps. Pendant que le plan se préparait, le KV-1 restait là. Les soldats allemands qui observaient ce combat depuis le bas-côté parlèrent plus tard d'un sentiment, l'impossibilité. Pas la peur au sens habituel, précisément l'impossibilité. Ils tiraient, les obus ne perçaient pas. Ils envoyaient l'infanterie reculait. Ils avançaient des canons, les canons étaient détruits. La machine au carrefour ne brûlait pas, ne s'arrêtait pas, ne se taisait pas. Elle travaillait, tout simplement. La tourelle pivotait, le canon tirait, la cible disparaissait, la tourelle pivotait à nouveau. À l'intérieur de cette machine, 6 hommes faisaient ce qu'ils savaient faire, sans paroles inutiles, sans panique. À midi, la chaleur dans le compartiment de combat était devenue insupportable. La sueur brûlait les yeux. Les laryngophones collaient au cou. Les mains du chargeur répétaient le même mouvement, encore et encore. Saisir, insérer, fermer, annoncer. Prêt. À l'extérieur, le fracas des tentatives allemandes. À l'intérieur, le rythme du travail. C'est cela, le professionnalisme. Pas l'inspiration, pas la fureur. L'automatisme d'homme entraîné précisément pour cela. Tenir une position tant qu'elle peut l'être. Ne pas penser à ce qui viendra après. Penser à la cible suivante. Il y avait toujours une cible suivante. Vers le milieu de la journée, le décompte du matériel et des canons allemands détruits augmentait. Les chiffres exacts divergent selon les sources. Raus, dans ses mémoires, reconnaît la perte de plusieurs canons anti-chars et d'autres dommages. Les données soviétiques, rassemblées après la guerre, avancent des chiffres plus élevés, mais la base documentaire sur ce combat est incomplète des deux côtés. L'important était ailleurs. La route était toujours fermée. Et Raus le savait. S'il ne réglait pas la question aujourd'hui, demain ses unités de pointe seraient immobilisées faute de carburant. Et un char à l'arrêt n'est plus un char, c'est une cible.
Il demanda des canons de 88 mm. La réponse arriva. Les pièces sont en route. Au carrefour, la tourelle du KV-1 pivota de nouveau. Une autre cible, un autre tir. Le travail continuait. 88 mm, ce n'est pas un canon anti-char. C'est une pièce de DCA. Le Flak 18 avait été conçu pour abattre des avions à des altitudes allant jusqu'à 10 000 mètres. Un obus d'environ 9 kg, une vitesse initiale de 820 mètres par seconde. À 1000 mètres, l'obus perforant perçait 106 mm de blindage homogène. Le blindage frontal du KV-1 faisait 75 mm. La mathématique est simple. Mais amener cette pièce en position et la braquer sur un char qui vous voit, ce n'est plus de la mathématique. C'est un problème où le prix de l'erreur est la perte des servants et de précieuses minutes. Raus le comprenait. Ses officiers le comprenaient. C'est pourquoi le plan fut préparé avec soin. Il fallait amener le canon furtivement. Le massif forestier le long de la route offrait une couverture, partielle. Le KV-1 trônait au carrefour et contrôlait les deux axes. Il avait peu d'angles morts, mais il en avait. Les Allemands commencèrent la manœuvre. Les servants traînaient la pièce à travers les sous-bois, lentement. Sans bruit, autant que possible avec un canon de plusieurs tonnes sur affût à roues, les arbres masquaient le mouvement à l'observation directe. Le vrombissement du moteur du KV-1 couvrait les bruits extérieurs. Du moins, c'est ce qu'espéraient les officiers allemands. À l'intérieur du char, le chef de char écoutait. Pas le moteur, pas les échanges de l'équipage. Il écoutait le périmètre, autant que possible à travers le blindage et les fentes de vision. Le combat durait depuis plusieurs heures. Durant ce temps, le chef de char avait appris à lire les silences. Quand les Allemands se taisaient, c'est que quelque chose se préparait. Un calme après une série de tentatives n'est pas une retraite. C'est un regroupement. La pause durait depuis trop longtemps. Surveillez les alentours, flanc gauche. Le tireur colla son œil au viseur. Il balaya lentement le secteur. Des arbres, des buissons, une trouée entre les troncs. Là, un mouvement. Pas de l'infanterie. Quelque chose de massif. Canon, à gauche, 20. La tourelle vira à gauche. Les servants allemands étaient encore en train de mettre le Flak 18 en batterie quand la tourelle du KV-1 achevait déjà sa rotation. La pièce n'était pas encore prête à faire feu. Les servants s'activaient, les mains sur les volants de pointage, l'obus dans la culasse. Le premier coup de canon du KV partit. La pièce fut balayée, emportant ses servants avec elle. Cette première tentative d'amener le canon anti-aérien de 88 mm se termina comme toutes les précédentes. Des pertes, du temps perdu. La route restait barrée. Raus reçut le rapport. Lâcha-t-il un juron? L'histoire ne le dit pas. Il ordonna l'engagement d'une seconde pièce. C'était un moment crucial. Non pas pour la perte d'un canon. À la guerre, on perd du matériel. Ce qui importait, c'était la réaction de l'équipage du KV-1. Il ne s'attendait pas à une attaque de front. Il contrôlait le périmètre, sur 360 degrés, en continu, depuis plusieurs heures. Sans relève, sans repos, enfermé dans un carcan d'acier brûlant sous le soleil de juin. C'est physiquement épuisant. La vigilance s'émousse. Les réflexes se ralentissent. L'organisme humain n'est pas conçu pour un tel régime. Pourtant, il tenait bon. Dans l'après-midi, Raus tenta une autre tactique, une diversion. Quelques unités entamèrent une manœuvre de démonstration sur un flanc pour créer une menace et forcer la tourelle à pivoter. Pendant que la tourelle serait occupée dans une direction, une seconde équipe prendrait position de l'autre côté. Le KV-1 répondit à la menace venant de la gauche. Un tir,
l'engin brûle. La tourelle commença à pivoter en sens inverse. Et à ce moment précis, sur le flanc droit, la seconde équipe s'élança avec son flak 18. Les Allemands gagnèrent quelques secondes. Il s'en fallut d'1 seconde. La tourelle du KV acheva sa rotation vers la droite avant que le flak 18 ne soit mis en batterie. Un autre tir. Une autre tentative anéantie. « Munitions ?» Le chef de char posa la question, brève. La réponse tomba, laconique. « Moins de la moitié. » Cela changeait la donne. Moins de la moitié des 115 obus initiaux. Chaque tir suivant devenait une décision prioritaire. Infanterie ou canon, véhicule ou position. Le chef de char calculait de tête. Le niveau de carburant baissait également. Le moteur tournait sans interruption. Dehors, la pression ne se relâchait pas. L'infanterie allemande tenta une nouvelle infiltration par les broussailles, à l'arrière. Pas un assaut, mais une reconnaissance offensive. Prouver l'angle mort. Tâter le terrain pour les sapeurs et leurs charges. Si les canons ne percent pas le blindage, il faut placer de l'explosif sous les chenilles ou sur le compartiment moteur. La mitrailleuse DT balaya la trouée. La tentative avorta. Mais le chef de char comprit. Les Allemands tâtonnaient. Le prochain itinéraire serait différent. Plus couvert. Plus lent. Les sapeurs savent attendre. Ne coupez pas le moteur. Surveillez l'arrière. Une pause. On continue. Le jour déclinait. Le soleil de juin se couchait lentement. Dans les pays baltes, à la fin du mois, la clarté persiste jusqu'à des heures tardives. Les ombres des arbres s'étiraient en travers de la route. Le KV-1 tenait toujours le carrefour. Le convoi de ravitaillement était toujours à l'arrêt. Raus regardait la carte. Les unités de pointe de la division étaient parties loin devant. Elles avaient besoin de carburant. Elles avaient besoin d'obus. Chaque heure sans ravitaillement augmentait le risque d'encerclement si les unités soviétiques contre-attaquaient. La situation devenait critique, non seulement tactiquement, mais stratégiquement. Un seul char bloquait la logistique d'une division entière. Le second plan mûrissait plus lentement. Raus examinait les options. L'artillerie lourde, il y en avait, mais il fallait du temps pour l'amener et la déployer correctement. L'aviation. La demande avait été transmise, mais les avions étaient engagés ailleurs. Pas de réponse. Les sapeurs avec des charges de démolition. Possible, s'ils parvenaient à s'approcher sans être vus. La nuit offrait une chance. Dans l'obscurité, le contrôle du périmètre est plus précaire. Les fentes de vision du KV n'étaient pas des dispositifs de vision nocturne. Rien de tel n'existait en 1941. La nuit, l'équipage est aveugle. Mais la nuit n'était pas encore venue. Le KV-1 trônait au carrefour. La tourelle pivotait par moments, balayant méthodiquement les secteurs. Le canon restait muet tant qu'il n'y avait pas de cible. Il tenait dès qu'elles apparaissaient. À l'intérieur, le silence régnait entre les ordres. Une fatigue que personne ne nommait. La soif. L'eau dans le char était rationnée. La chaleur étouffante. L'odeur de la poudre brûlée, incrustée dans le blindage après des dizaines de tirs. Le pourvoyeur tenait la cadence. Le tireur gardait la visée. Le chef de char surveillait le périmètre. La route était barrée. Depuis plus de 12 heures. Raus prit une décision qui allait coûter des vies. Il le savait. Il l'a pris malgré tout. 50 chars. Des Panzer 35, une machine tchèque que la Wehrmacht avait récupérée après l'occupation de la Tchécoslovaquie et intégrée comme unité de combat. 9 tonnes et demie. Blindage de 8 à 25 mm. Canon de 37 mm. Vitesse 34 km/h sur route. Face au KV-1, ce n'est pas un adversaire. C'est une proie. Raus le savait.
Les chefs de char le savaient, les équipages aussi. Personne ne le dit tout haut. Un ordre est un ordre. La mission est définie. Attaquer, fixer par le feu, empêcher la tourelle de se concentrer sur une seule direction. Pendant que la meute harcèlerait le KV-1, une troisième tentative, avec un canon anti-aérien, prendrait position sur le flanc. Une mécanique simple, avec la vie des autres. 50 engins s'élancèrent. À l'intérieur du KV-1, le chef de char vit la manœuvre par sa fente de vision. Et peut-être comprit-il immédiatement. Pas une attaque, une diversion. Trop de machines, trop légères, avançant de front, de manière trop évidente. La vraie menace était ailleurs, sur un flanc. Il fallait tenir les deux directions simultanément, avec une seule tourelle. On engage les blindés, surveillez les flancs. Les premiers Panzer 35T entrèrent dans le secteur de tir. La tourelle du KV pivota. Un tir. Un char s'immobilise. Impact au flanc, perforation, incendie. La tourelle partit à gauche. Là, 3 autres engins tentaient de s'éparpiller en éventail pour déborder sous différents angles. Un tir. Le deuxième char brûle. Les équipages allemands manœuvraient, vite, professionnellement. Ils ne fonçaient pas tête baissée, ils tournaient, changeaient de direction, empêchaient le pointage de se fixer. Les obus de 37 mm martelaient le blindage du KV-1 de toutes parts. Le blindage tenait. Chaque impact était un choc, un tintement métallique, un ricochet. Dehors, des étincelles. À l'intérieur, le fracas et le tangage de la caisse. Le pourvoyeur ne s'arrêtait pas. Saisir l'obus, l'insérer, verrouiller, rapporter. Prêt ? Un tir. Le 3e Panzer brûle. Mais tandis que la tourelle s'occupait de l'essaim au nord, sur le flanc ouest, à travers un sous-bois clairsemé, on traînait un Flak 18. Les servants travaillaient vite. Ils voyaient ce qui se passait, comprenaient qu'ils n'avaient que quelques minutes, tant que la tourelle était distraite. La pièce fut mise en batterie à la lisière, déployée. Le tireur cala la silhouette du KV-1 dans son optique. Distance, environ 800 mètres. Destruction certaine. Le chef du KV-1 sentit une pause dans l'agitation de l'essaim. L'un des chars allemands, celui à l'extrême droite, vira soudainement pour s'abriter derrière les arbres. Illogique pour une manœuvre de diversion. Donc, il couvrait quelque chose. Flanc droit, vite! La tourelle partit à droite. Le tireur cherchait une cible dans le secteur. Des arbres, une trouée. Là, la silhouette d'un canon. Les servants n'avaient pas fini le pointage. Tir du KV. L'obus balaya la position du Flak. Le canon fut renversé. Les servants anéantis. 3e tentative. Comme les 2 premières. Les chars allemands autour du carrefour continuaient de tourner. Plusieurs brûlaient déjà. Les autres ne décrochaient pas. L'ordre était de maintenir la pression. Les chefs des Panzer 35 comprenaient « reculer » signifiait laisser la pièce anti-aérienne sous le feu sans protection. Ils restaient, manœuvraient, encaissaient les coups. À l'intérieur du KV-1, les munitions s'épuisaient. Obus, une pause. Un tiers de 115, moins de 40 coups. Sur un carrefour entouré de 50 engins et d'un nombre indéterminé de canons dans les bois, chaque obus était désormais une décision cruciale. Tirer sur un char qui manœuvre et n'est pas dangereux dans l'immédiat était un gaspillage. Attendre qu'il prenne une position dangereuse était un risque. Le chef de char choisissait, vite, sans droit à l'erreur. Les tankistes allemands qui survécurent à ce combat dirent tous la même chose plus tard. Ils attendaient que le KV-1 se taise, que les obus s'épuisent, que le canon s'enraye, ou que l'équipage commette une erreur. Ils voyaient que la machine était invulnérable. Ils misaient sur la fatigue. Le KV-1 ne se tut pas. L'essaim tournait. La tourelle travaillait. Un 4e Panzer s'immobilisa,
Chenille brisée, un obus de rupture dans le train de roulement. L'équipage s'échappa par la trappe de secours inférieure et rampa vers le fossé. Un 5e char tenta de passer par l'arrière. Il reçut un obus de flanc à 150 mètres. Perforation, incendie. Le 6e décrocha. L'essaim commença à s'éclaircir. Non pas parce que l'ordre avait été annulé, mais parce qu'il y avait de moins en moins de machines. Celles qui restaient se tenaient à distance, hors de portée de destruction certaine. La pression diminua. L'agitation se transforma en une ronde prudente au loin. Cela offrit un répit à Raos. Il l'utilisa pour la pièce suivante. 4e canon anti-aérien. Autre itinéraire. Autre moment. La nuit approchait. En juin, l'obscurité dans les pays baltes tombait tard, mais elle tombait. Dans le noir, le contrôle du périmètre depuis le KV-1 serait plus difficile. Les fentes de vision ne permettent pas de voir la nuit. Le chef de char serait forcé d'ouvrir son écoutille, et alors, il serait vulnérable. Raos attendait l'obscurité. À l'intérieur du char, une autre obscurité, un autre temps. La chaleur était devenue insupportable. Le ventilateur brassait un air brûlant. L'odeur de la poudre, de l'huile moteur et de la sueur humaine saturait la chambre de combat. Le pourvoyeur travaillait comme un automate. Le corps répétait les gestes habituels, le cerveau s'était déconnecté de tout le reste. Saisir, insérer, verrouiller. Prêt. Le chef de char regardait par la fente. Les chars allemands se tenaient au loin. Le sous-bois était muet. Le silence, après plusieurs heures de combat ininterrompu, pesait de tout son poids. Surveillez le périmètre. Ne vous relâchez pas. Personne ne se relâchait. Non pas parce qu'ils avaient entendu l'ordre, mais parce qu'ils savaient. Le silence chez Raos est une préparation. Derrière chaque pause, aujourd'hui, il y avait eu un canon. Derrière celle-ci aussi. Le soleil descendait vers l'horizon. Les ombres des arbres s'allongèrent en travers de la route. Le carrefour fumait. Plusieurs engins allemands détruits dans la journée brûlaient encore. Une odeur de métal calciné et de gasoil flottait sur le champ de bataille. Le KV-1 tenait. La route était barrée, depuis plus de 15 heures. Et Raos n'avait pas encore dit son dernier mot. La nuit vint tard. À la fin de juin, dans les pays baltes, le crépuscule s'étire jusqu'à 22 heures. Pas une obscurité totale, une lumière grise et diffuse où les silhouettes perdent leur netteté. Les fentes de vision du KV-1 ne servaient plus à grand-chose dans cette clarté. Le chef de char le savait. Raos le savait aussi. C'est précisément ce qu'il avait attendu toute la journée. Pas des renforts, pas une nouvelle arme. L'obscurité. Parce que dans le noir, l'équipage est aveugle. Aucun camp ne possédait de dispositif de vision nocturne en 41. Dans l'obscurité, le KV-1 passait du statut de forteresse invulnérable à celui de cercueil d'acier verrouillé. Le blindage tient, mais à l'intérieur, on ne voit rien. Raos fit mouvement sur 3 directions simultanément. À l'ouest, par les bas-fonds, la 4e pièce, un Flak 18. Les servants le tiraient à la main, sans tracteur. Plusieurs dizaines d'hommes au bricole, sur la terre humide, sans lumière. Lentement, silencieusement. La mission, prendre position sur le flanc pendant que les sapeurs feraient diversion. Les sapeurs venaient de l'est, le long du fossé. Pas un assaut, une reconnaissance d'itinéraire. Trouver un chemin sous le ventre du char, là où le blindage est le plus mince. Le plancher du KV-1 fait 60 mm. Une mine magnétique ou une charge explosive de puissance suffisante réglerait le problème qu'aucun canon n'avait résolu de la journée. Il rampait lentement. L'herbe était mouillée, les mains dans la terre. À l'intérieur du char, le chef entr'ouvrit l'écoutille. Pas complètement, juste une fente. Juste assez pour écouter le périmètre.
le risque est direct. Tireur d'élite, grenade, éclat. Mais le choix était entre l'aveuglement et la vulnérabilité. Le chef choisit la vulnérabilité, parce que l'aveuglement est pire. Dehors, c'était calme, trop calme. Après une journée de combat continu, ce silence se lisait correctement. Pas une retraite, mais une préparation. Chaque pause aujourd'hui s'était terminée par un canon. Le chef de char écoutait. Le son vint de la gauche. Pas des pas, l'herbe. Métal contre métal, une fois, doucement. Les sapeurs étaient arrivés plus près qu'ils ne l'auraient dû. Flanc gauche, infanterie proche. Le mitrailleur radio braqua la mitrailleuse de proue. Une rafale, basse, au ras du sol, dans la direction du bruit. Dans le noir, au jugé. Les sapeurs se plaquèrent au sol. Un blessé. Les autres s'immobilisèrent. Une pause. Ils reculèrent en rampant. Mais tandis que la mitrailleuse martelait le flanc gauche, sur le flanc ouest, l'équipe du Flak 18 mettait la pièce en batterie. Ils entendirent la rafale. Comprirent que la tourelle était occupée. Ils travaillèrent plus vite. Le canon fut calé. Le tireur se colla à l'optique. Dans la lumière crépusculaire, la masse sombre du KV-1 se découpait sur le ciel oriental, légèrement plus clair. Distance, environ 600 mètres. Destruction certaine. Le coup partit. L'obus de 9 kilos frappa le flanc de la tourelle. Le blindage céda. Perforation. La première de la journée. À l'intérieur, un flash. Des éclats de blindage et d'acier volèrent dans la chambre de combat. Le pourvoyeur, un éclat dans l'épaule, le sang jaillit aussitôt. Le tireur, commotionné, hors de combat. Le chef de char fut projeté contre l'optique, l'arcade sourcilière ouverte, le sang lui inondant les yeux. Le char ne se tut pas. Le moteur tournait. La tourelle bougeait. Le mécanisme de rotation n'était pas touché. Le canon était intact. Le chef essuya le sang d'un revers de manche. Il trouva l'optique. Le tireur ne répondait pas. Le chef prit lui-même les commandes du tir. « Chargez !» Le pourvoyeur travaillait d'une main. L'épaule blessée ne soutenait plus l'obus. Il le saisit de l'autre main, le pressa contre son corps, l'inséra dans la culasse. 2 fois plus lentement que d'habitude, il ferma la culasse. « Prêt !» La tourelle pivota vers l'éclair du départ de coup. Le chef pointa de mémoire. Il avait mémorisé la direction. Un tir, impact, pas sur le canon, mais sur les servants. Le Flak survécut, mais pas les hommes autour. Les survivants s'éparpillèrent. Pause. Puis, un second obus de la même position. Quelqu'un était revenu, ou d'autres étaient arrivés. L'impact frappa le compartiment moteur. Un autre angle. Les plaques de blindage du moteur sont plus minces que celles de l'avant. L'obus perça. Le moteur commença à avoir des ratés. Il ne s'arrêta pas net, mais la température de l'huile grimpa en flèche. La pression chuta. Sissine regardait les cadrans. « Moteur endommagé, il ne tiendra pas longtemps. » Le chef de char inspecta l'équipage. 2 blessés graves. Le tireur reprenait ses esprits. Commotion lourde, mais il entendait les ordres. Le pourvoyeur travaillait d'une main. Sissine était indemne. Le mitrailleur radio aussi. Munitions, moins de 10. Dehors, Raus avait obtenu ce qu'il cherchait depuis le matin. Une perforation. Un moteur endommagé. Maintenant, l'achever. L'infanterie allemande commença son approche. Prudemment. Il savait que cet équipage tirait encore après avoir été touché. Par bonds, par les fossés, par les plis du terrain. Grenade au poing. Mission, atteindre les brèches dans le blindage. La tourelle du KV-1 pivotait encore. Le dernier obus partit dans la nuit. Impact ou non, cela n'avait plus d'importance. Il n'y avait plus de munitions. Les mitrailleuses crépitaient, par courtes rafales, pour économiser les bandes. Le chef de char choisissait une ombre à gauche ou une ombre à droite.
Les deux approchaient. « Tenez les flancs !» Sissine était au levier du moteur agonisant et l'écoutait s'éteindre, graduellement, avec des râles et des grincements. Puis, un silence total qui, après des heures de vacarme, semblait assourdissant. La tourelle ne pivotait plus qu'à la main, lentement. Le chef et le tireur commotionnés, à deux sur la commande manuelle. L'infanterie approchait. La mitrailleuse lâcha sa dernière rafale. La bande était finie. Silence. Dehors, des pas. Proches. Assurés. L'infanterie allemande savait nettoyer un blindé hors de combat. Ils en avaient l'expérience. Ils savaient quoi faire. Grenade prête. La tourelle tressaillit. Lentement, à la main, deux hommes sur les manivelles. Rotation vers le bruit des pas. Le canon est vide. Mais la tourelle bougeait. La première grenade frappa le blindage à l'extérieur. Ricochet. Explosion près du char. Des éclats contre la caisse. La deuxième grenade trouva la brèche. Une explosion dans la chambre de combat est une épreuve absolue. Un espace clos. Une onde de choc sans issue. Le pourvoyeur, tué sur le coup. Le mitrailleur radio perdit connaissance. Dehors, on attendait. La tourelle tressaillit à nouveau. Le sous-officier allemand qui menait le groupe décrivit plus tard ce moment. Ils reculèrent. Pas de peur, de la surprise. La machine qui aurait dû se taire bougeait encore. Quelques secondes, puis la tourelle s'immobilisa. Définitivement. Troisième grenade. Quatrième. De la fumée sortait des fentes. À l'intérieur, plus rien. 22 heures. L'infanterie allemande s'approcha au contact. Pas de cris, pas d'assaut debout. Ils rampaient. Des soldats expérimentés, qui savaient qu'un char touché, avec un équipage vivant, tue jusqu'à la dernière seconde. Les grenades au point. La mission était simple, atteindre les brèches du blindage. Là, des orifices par lesquels on peut engouffrer n'importe quoi. La tourelle du KV-1 tressaillit. Commande manuelle. Deux hommes aux manivelles, le chef et le tireur, qui tenaient à peine après sa commotion. La tourelle tournait lentement, avec effort, mais elle tournait. Rotation vers le bruit des pas à droite. Mitrailleuse, vide. Canon, vide. Seule la carcasse de la machine entre les hommes de dehors et les hommes de dedans. La première grenade frappa le blindage à l'extérieur. Ricochet, explosion. Près du char, des éclats contre la caisse. Rien. La deuxième grenade entra par l'impact d'obus. Une explosion dans la chambre de combat est différente. Espace restreint, onde de choc, éclat en volume clos. Le pourvoyeur, tué sur le coup. Le mitrailleur radio, grièvement blessé, perdit connaissance. Le char ne répondit pas. L'infanterie s'immobilisa quelques secondes. Attendit. Rien. Elle s'approcha davantage. Une autre grenade. Dans la même brèche. Autre explosion. Silence à l'intérieur. Puis, un mouvement. La tourelle tressaillit encore, lentement, presque imperceptiblement, mais elle tressaillit. Quelqu'un à l'intérieur vivait encore. Quelqu'un tenait encore la manivelle de commande. Le sous-officier allemand qui menait le groupe décrivit plus tard ce moment dans son témoignage. Ils reculèrent. Pas de peur, de la surprise. La machine qui aurait dû se taire bougeait à nouveau. Cela dura quelques secondes, puis la tourelle s'arrêta. Définitivement. La troisième grenade s'engouffra dans la brèche. Explosion. La quatrième, au même endroit. La fumée se mit à sortir des fentes. De l'intérieur, rien. Ni tir, ni mouvement, ni son. 22 heures. C'est le temps qu'un seul engin tint la route. De l'aube du 24 juin jusqu'à la nuit profonde du même jour. Selon certaines sources,
jusqu'au petit matin du 25. Les sources divergent de quelques heures, mais s'accordent sur un point. Pendant plus de 24 heures, le convoi de ravitaillement allemand ne franchit pas ce carrefour. Raus ordonna d'ouvrir le char au matin. Les sapeurs allemands s'escrimèrent longtemps sur l'écoutille du char. Elle était coincée après les impacts. Quand ils l'ouvrirent, ils en trouvèrent 6 à l'intérieur. Tous morts. Des traces de blessures, multiples pour plusieurs membres d'équipage. Cela signifiait une chose. Ils avaient été blessés au cours du combat et avaient continué à servir. Pas une fois. Pas par hasard. C'était une décision. Les officiers allemands inspectaient l'engin en silence. Erhard Raus l'écrira plus tard dans ses mémoires, froidement, professionnellement, sans emphase. Mais même à travers son langage volontairement retenu, on devine ce qu'ils trouvèrent à l'intérieur ne cadrait pas avec l'image habituelle du combat. Non pas parce que c'était techniquement impossible, mais parce que cela exigeait des hommes quelque chose pour lequel les règlements militaires allemands n'avaient pas de terme. De l'extérieur, le char avait l'allure d'une machine après 20 heures de combat. Le blindage était criblé d'impacts, des dizaines de bosses, de ricochets, de griffures. 2 perforations, toutes 2 dues à des obus de 88 mm. Chenilles intactes, canon non endommagé. Simplement, vide de munitions. Ils tirèrent jusqu'au dernier obus, puis tinrent le périmètre aux mitrailleuses, puis aux armes de poing, puis avec la commande manuelle de la tourelle, sans armes. Puis, plus rien. Les soldats allemands qui participèrent à l'assaut final ne fêtèrent rien. Raus le nota particulièrement dans ses écrits. Il n'y eut pas de cris, pas de triomphe. Les hommes se tenaient autour du char et se taisaient. L'un des soldats, son nom n'est pas établi dans les sources, trouva à l'intérieur une cuillère de soldat, en métal, avec un nom gravé. Lequel, on l'ignore, mais la cuillère était là. Une chose simple, un outil pour manger, qu'un soldat porte dans sa poche ou dans sa botte. Le seul objet personnel trouvé à l'intérieur de la machine, en dehors des armes et de l'équipement. 6 hommes sans nom. Côté soviétique, l'identité exacte de l'équipage ne fut jamais établie pendant la guerre. Les archives de l'unité, égarées dans le chaos de la débâcle. La radio était muette. Aucun rapport de position ne fut jamais transmis. Pour les soviétiques, cet engagement n'a laissé aucune trace. Pas même une ligne dans les journaux de marche de l'année 41. Les Allemands, en revanche, l'ont consigné en détail. C'est un paradoxe qui se passe de commentaires. Raus ordonna d'enterrer l'équipage. Non pas de les jeter dans une fosse, ni de les laisser pourrir, de les inhumer, avec les honneurs militaires. C'était sa décision personnelle. Ni un ordre de l'état-major, ni le protocole, mais le choix d'un officier qui avait passé 24 heures à tenter d'anéantir ces hommes, et qui les mettait en terre avec un respect qu'il ne pouvait leur refuser. Une tombe au bord de la route, sans nom sur la croix. Seul le grade et la date y figuraient. Les 24 et 25 juin 41. Le convoi de ravitaillement franchit le carrefour au matin du 25, avec plus de 24 heures de retard. À ce moment-là, les unités de pointe de la 6e Panzer-Division étaient à sec. Des blindés gisaient sur le bas-côté, abandonnés. Les équipages étaient partis à pied, faute de carburant. Cela ne détourna pas le cours de la campagne. L'offensive allemande reprit sa marche. Quelques jours plus tard, le groupe d'armée nord s'enfonçait plus loin. Quelques semaines, et il atteignait Leningrad. Mais au carrefour de Razainyeh, quelque chose s'était brisé. Pas une pièce mécanique. Quelque chose dans le regard que les officiers allemands portaient sur l'adversaire. Jusque-là, le soldat soviétique n'était qu'un rouage d'un système en pleine déliquescence. Un système qui reculait, sabordait son matériel, se rendait en masse.
Les chiffres des premiers jours étaient sans appel. La Wehrmacht balayait tout sur son passage. L'armée rouge partait en lambeaux. Ces 6 hommes n'entraient pas dans les statistiques. Ils n'ont pas rompu. Ils ne se sont pas rendus. Ils n'ont pas appelé à l'aide. Ils ont simplement tenu la route tant qu'ils eurent des munitions. Et quand ils n'en eurent plus, ils tinrent avec une tourelle vide. Jusqu'à la dernière seconde. Raus l'a vu de ses propres yeux. Et il s'en est souvenu toute la guerre. Pendant que les 6 tenaient le carrefour, leur corps d'armée agonisait. Le 3e corps mécanisé du général Kourkine. Sur le papier, l'un des fers de lance de l'armée rouge sur le front du Nord-Ouest. 830 chars à l'inventaire théorique. Des KV-1, des KV-2, des T-34. Des monstres qui, en 41, surclassaient tout ce que la Wehrmacht pouvait leur opposer en blindage et en puissance de feu. Sur le papier. Dans les faits, le corps est parti au combat sous-équipé, sans stock de carburant ni de munitions, sans liaison radio fiable, et avec un encadrement décapité par les purges de 37 et 38. Les chefs de corps, de division, de brigades chevronnées, fusillés ou au goulag, remplacés au pied levé par des hommes promus trop vite pour combler les vides. Certains étaient compétents, beaucoup ne l'étaient pas. Ce n'était pas de la lâcheté, c'était le système. Un système qui, après avoir brisé sa propre colonne vertébrale, envoyait des blindés au casse-pipe sous les ordres d'hommes sans formation sérieuse. Les ordres arrivaient à contretemps, les cartes étaient fausses, le renseignement sur l'ennemi était soit lacunaire, soit mensonger. Kourkine recevait des ordres contradictoires du haut commandement et des rapports erronés de la base. On lançait des contre-attaques sans aucune reconnaissance. Les chars fonçaient à l'aveugle, sans savoir où était le Boche, où étaient les camarades, ni si le goudron tiendrait sous leurs chenilles. Un KV-1 pèse 46 tonnes. Tous les ponts ne supportent pas une telle charge. Toutes les routes ne sont pas faites pour des colonnes de chars lourds. Les informations sur les itinéraires manquaient, ou alors elles n'arrivaient jamais au chef de convoi. Les engins s'enlisaient, tombaient en panne, consommaient tout leur fioul en route pour se retrouver à sec au moment de donner l'assaut. Le carburant était à lui seul un désastre. La logistique de l'armée rouge a implosé dès les premières heures de la guerre. Les frappes allemandes sur les dépôts, les gares et les convois ont semé le chaos dans l'impendance. Les camions-citernes n'arrivaient jamais aux unités, ou trop tard. Les équipages recevaient l'ordre de monter au front et y allaient avec ce qu'il restait dans le réservoir. Quand la jauge tombait à 0 en plein milieu de nulle part, on abandonnait le char. Pas par lâcheté, par pure logique comptable. Un char à sec n'est plus une arme. Impossible de s'en servir, impossible de le remorquer. Les gars partaient à pied, après avoir parfois saboté la culasse ou fait sauter l'engin. Parfois non. Les Allemands passaient derrière et mitraillaient les blindés russes abandonnés sur le bas-côté avec leurs appareils photo. Les clichés finissaient dans les journaux de propagande. Légendes, prises de guerre. Sauf que ces chars n'étaient pas détruits, juste en panne sèche, des modèles dernier cri, intacts. C'était pire que de perdre une bataille. La radio était l'autre point de rupture. Au sein de Panzer Division, chaque char disposait de son poste. Le chef de bataillon communiquait en direct avec ses capitaines, son général, ou les unités de la Luftwaffe. Une réactivité foudroyante que les soviétiques ne pouvaient égaler. En 1941, la radio était un luxe chez les Rouges. Parfois un seul poste pour toute une compagnie. Ailleurs, on communiquait par estafette, des motocyclistes qui transportaient des ordres écrits. Le temps que le messager arrive, le front avait bougé. L'ordre était périmé avant même d'être lu. Les chars partaient au feu et perdaient tout contact avec l'état-major dès les premières minutes. Les chefs de chars décidaient dans leur coin, sans savoir ce que faisait le voisin, sans rien comprendre au tableau d'ensemble. Parfois, ils tombaient juste. Souvent, non. Sans information, on ne décide pas.
on devine. Kourkine tentait de piloter son corps d'armée dans ce brouillard. Les ordres se perdaient dans le vide ou arrivaient après la bataille. Les unités agissaient en ordre dispersé. Les contre-offensives, qui auraient pu être dévastatrices si elles avaient été coordonnées, se fragmentaient en escarmouches locales, héroïques, mais stratégiquement nulles. Le 4e groupe de Panzer de Höppner en jouait à merveille. Höppner ne s'épuisait pas à cogner là où les Russes étaient solides. Il cherchait les coutures. Entre les unités, entre les corps, entre les armées. Pas de liaison, alors c'est la brèche. Les Soviétiques se retrouvaient encerclés avant même de comprendre qu'ils étaient pris au piège. Leur tentative de sortie se faisait sans coordination, sans fioul, sous un pilonnage permanent. Le corps de Kourkine a perdu l'essentiel de ses blindés en une semaine. Pas seulement au feu, panne, abandon, Stukas harcelant les colonnes. Fin juin, sur les 830 chars du départ, il n'en restait pas la moitié en état de marche. Les sources divergent sur les chiffres. Les archives de cette semaine-là sont un véritable gruyère. Mais le constat est là. En tant qu'unité combattante, le corps avait été rayé de la carte. Les 6 du carrefour n'en savaient rien. Pas de radio branchée sur la bonne fréquence. Aucun contact avec l'état-major. Ils ignoraient que leur corps d'armée était incapable de les secourir. Non par manque de volonté, mais parce qu'il avait implosé sous les coups de boutoir allemands et son propre naufrage logistique. Ils verrouillaient la route pour une armée qui n'existait plus. Cela ne diminue en rien leur geste. Cela le rend plus effrayant. Parce que l'héroïsme dans le vide est une tragédie. Un effort individuel colossal qui ne sert à rien parce que le système est défaillant. Le KV-1 était le meilleur char lourd du monde en 1941. Le roi du champ de bataille. Et ce monstre était seul, parce que le corps d'armée était incapable de coordonner quoi que ce soit, de livrer du carburant ou de passer un appel. La 6e Panzer Division était inférieure au corps mécanisé soviétique en puissance de feu et en blindage. Sur le papier. Dans la réalité, elle avait les radios, l'essence, des ordres clairs et des chefs formés à la dure. Cela a suffi. Le meilleur char du monde sans essence n'est qu'un tas de ferraille. Le meilleur équipage sans appui n'est que de la chair à canon pour un système incapable de s'en servir. Razaigne n'était pas une exception. C'était la règle de l'été 41. Sauf qu'ici, on a pris la règle en pleine figure. La peur voyage plus vite que les ordres. Les rapports sur le KV-1 ont inondé les états-majors allemands dès les premiers jours de la guerre. Pas seulement chez Raus. De la Baltique aux Carpates, les artilleurs anti-chars faisaient le même constat. L'obus percute, le blindage encaisse. Razaigne n'était pas un accident. C'était systémique. Les chars lourds russes surgissaient partout. Et c'était toujours le même refrain. Les fantassins allemands ont appelé cela la Panzerfurcht, la peur des chars. Ce n'était pas un terme officiel, juste du jargon de Troufion. Mais il est resté dans les mémoires, parce qu'il sonnait juste. Ce n'était pas seulement la crainte d'un engin, c'était une paralysie psychologique face à l'invulnérabilité. Quand un soldat voit que son arme ne sert à rien, il ne fait pas que paniquer. Il perd la foi en son métier. Et c'est cette foi qui maintient une armée debout. La Wehrmacht avait l'habitude de voir ses canons anti-chars faire le travail. En Pologne, cela fonctionnait. En France, cela fonctionnait. Contre le KV, c'était fini. Il fallait une réponse, et vite. La première réponse fut tactique. Sur le terrain, les chefs se sont adaptés. Du moins ceux qui avaient du discernement. Raus était de ceux-là. Son expérience à Razaigne a servi de cas d'école. La méthode, sortir les pièces de DCA, les flaks 18 et 36, pour s'en servir contre les chars lourds. Faire diversion,
contourner et frapper dans le flanc ou sous la tourelle. Cela marchait. Mais cela consommait des ressources qui manquaient déjà. Les 88 étaient rares. Ils étaient conçus pour la défense anti-aérienne. Le Reich en avait besoin pour protéger ses villes, ses usines, ses convois. La Luftwaffe ne pouvait pas être partout, et la Flak bouchait les trous. Désormais, il fallait ces mêmes tubes en première ligne pour stopper les blindés. 2 besoins, un seul canon. Il fallait choisir. La seconde réponse fut industrielle. Les ingénieurs allemands reçurent une mission: concevoir un char capable d'encaisser les obus russes et de percer leur blindage. Ce projet portait un nom que tout amateur d'histoire connaît: le Tigre. Officiellement, le Panzerkampfwagen 6. Le programme de chars lourds existait déjà avant 1941, mais c'est le choc des KV-1 et KV-2 qui l'a rendu vital. Hitler exigea personnellement qu'on mette les bouchées doubles. Henschel et Porsche devinrent prioritaires. Le résultat sortit en 1942. 56 tonnes, 100 mm de blindage frontal, un canon de 88 mm dérivé de la pièce de DCA adaptée pour le char. Ce même 88, qui avait eu la peau du KV-1 à Rasaignej, devenait l'arme principale du nouveau monstre allemand. Ce n'était pas un hasard. C'était une conséquence directe. La Panthère suivit. Le Panzerkampfwagen 5, réponse au T-34, que les Allemands avaient appris à craindre devant Moscou et dans le sud. 45 tonnes, un 75 mm long et un blindage incliné. Une idée empruntée aux soviétiques, étudiée et copiée par les ingénieurs allemands. Ces 2 projets étaient des gouffres à ressources. Le Tigre était une véritable usine à gaz, hors de prix, capricieux. Son train de roulement exigeait un entretien de tous les instants. Produire un seul Tigre coûtait autant d'heures de travail que plusieurs Panzer IV. L'Allemagne en a produit environ 1300 sur toute la durée de la guerre. Dans le même temps, les usines soviétiques crachaient des dizaines de milliers de T-34. La qualité contre la quantité. Ce pari a coûté plus cher au Reich que n'importe quelle bataille. La peur de l'acier soviétique a rendu l'industrie allemande esclave d'une course à la perfection. Chaque nouveau char russe engendrait un nouveau projet allemand. Le Tigre royal, 70 tonnes, un monstre qui passait plus de temps à l'atelier qu'au front. Le Ferdinand, le Maus, des délires qui défiaient toute logique industrielle. En 1941, les ingénieurs soviétiques ignoraient qu'ils venaient de déclencher une réaction en chaîne. Mais c'était fait. En parallèle, une autre adaptation s'opérait sur le terrain, chez le fantassin et le sous-officier. L'infanterie allemande apprit à chasser le char lourd sans canon. Charge creuse, mine sur les chenilles, cocktail Molotov sur la plage arrière. La coopération entre l'infanterie et les pièces anti-chars devint une discipline reine, répétée à l'entraînement jusqu'à l'écœurement. Tout cela était la réponse au KV-1, au KV-2, au premier choc avec l'acier russe. L'adaptation psychologique, elle, fut plus lente. La Panzerfurt ne s'est pas évaporée d'un coup, et s'est estompée avec l'expérience, quand les hommes ont vu qu'on pouvait stopper un KV en s'y prenant bien, quand ils ont compris que le 88 faisait le job, quand les ruses de Raus sont devenues la norme. Mais ce premier été, celui de 1941, fut celui de la peur. Les rapports allemands de l'époque ont tous le même refrain. Les obus rebondissent, les canons sont inutiles. Envoyez l'artillerie lourde. Ce n'était pas de la panique individuelle. C'était la réaction logique d'une armée professionnelle face à un problème sans solution immédiate. La solution est venue. Dans le sang, dans les pertes, sur des positions calcinées au bord des routes. L'armée allemande a appris. C'est ce qui faisait la force de la Wehrmacht en 1941.
Pas seulement son organisation ou ses radios, mais sa capacité à s'adapter à une vitesse folle. Le KV-1 de Raseiniai a fait son office 2 fois. La première, au Carrefour. 22 heures. 6 hommes contre une division. La seconde, dans les bureaux d'études et les états-majors. Là où son fantôme forçait les ingénieurs à dessiner des monstres toujours plus lourds et les généraux à réécrire leurs manuels. Le char mort continuait la guerre, autrement, ailleurs, sur un autre front, celui du papier et de l'acier, loin de la poussière des routes de juin. Et ce front-là, le KV-1, ne l'a pas perdu non plus. Raos les a enterrés sur le bas-côté. Une croix anonyme, une date, un grade, supposé d'après les galons. C'est tout ce qu'on pouvait faire. L'officier allemand, qui avait passé une journée à essayer de les anéantir, a ordonné qu'on les traite en soldats, pas en ennemis, en soldats. Ce n'était pas de la grandeur d'âme de vainqueur, c'était de la reconnaissance entre professionnels. Un soldat reconnaît un soldat, à travers l'acier, après 22 heures de feu, d'après ce qu'il reste dans la carcasse. Raus en avait vu d'autres. Mais Raseiniai, il ne l'a jamais oublié. Il l'a raconté après la guerre, en détail, sans détour, sans broder. C'est l'unique raison pour laquelle on sait ce qui s'est passé là-bas. Côté soviétique, silence radio. Pas par censure, juste parce qu'il n'y avait plus personne pour faire un compte-rendu. Le 3e corps mécanisé partait en fumée. Les états-majors étaient aux abonnés absents. Les archives brûlaient ou se perdaient dans la débâcle. L'équipage n'a jamais appelé. Radio morte ou personne au bout du fil. Dans les registres de l'été 41, Raseiniai n'existe pas. Pas de rapport. Pas de médaille, on n'en distribuait pas. Pas de liste de pertes. À l'époque, on comptait les morts à la louche, avec des trous béants. Ces 6 hommes ont disparu 2 fois. Physiquement, dans leur boîte de conserve sur une route de Lituanie, puis administrativement, dans les archives en lambeaux d'une armée qui luttait pour sa survie. On a commencé à retrouver leurs noms des décennies plus tard. Fouilles, archives. Paradoxalement, les sources allemandes étaient plus bavardes que les Russes. Certains noms sont sortis avec plus ou moins de certitude. Sissine, le pilote, est l'un des rares confirmés. Pour les autres, on cherche encore. Le travail continue. Une cuillère avec un nom gravé, leur seule trace. C'est le geste d'un homme qui sait que s'il y passe, on aura du mal à identifier ses restes. Graver son nom sur sa gamelle, ce n'est pas de la superstition, c'est du pragmatisme. Un truc de soldat qui sait où il a mis les pieds. Il savait. Dans la Lituanie d'aujourd'hui, près de Raseiniai, se dresse un monument. Il n'a pas été érigé à l'époque soviétique, mais plus tard, par la Lituanie indépendante. C'est crucial. Un pays qui a toutes les raisons de détester l'ère soviétique a choisi d'honorer ses soldats. Pas pour célébrer le système qui les a envoyés au casse-pipe sans radio ni appui, mais pour ce qu'ils ont fait, eux, personnellement. 6 gars dans un char qui ont décidé de ne pas bouger. Pas parce qu'ils en avaient l'ordre, pas parce que les renforts arrivaient, mais parce qu'il était hors de question de laisser passer le Boche. Cette décision se passe de politique. Elle se suffit à elle-même. C'est là tout le paradoxe de Raseiniai. L'armée rouge de l'été 41 était un système en plein naufrage. Les purges avaient décapité les chefs. L'intendance était mortenée. Les communications étaient coupées. Les ordres se perdaient. Les meilleurs chars du monde finissaient en tas de ferraille sur le bord des routes, faute d'essence ou de boulons. Des millions d'hommes ont payé l'addition, pas parce qu'ils étaient de mauvais soldats, mais parce que le système qui les broyait était défaillant à tous les niveaux. Les 6 de Raseiniai étaient des rouages de ce système. Et en même temps, ils en étaient la négation.
Le système hurlait « Reculez, on n'a plus de contact, c'est foutu !» Ils ont répondu « La route est barrée ». Cela n'a pas changé la donne. Le groupe d'armée Nord a atteint Leningrad. Le siège a commencé en septembre 41. Leningrad a tenu 872 jours. Prix à payer, 1 million de civils morts de faim. Un chiffre qui dépasse l'entendement. L'armée qui a perdu ses 6 gars à Razainyai est entrée dans Berlin 4 ans plus tard, au prix de pertes qu'on n'a toujours pas fini de compter. Des dizaines de millions. Chaque unité est un homme. Chaque homme est une histoire que personne ne racontera. Razainyai est l'une des rares à nous être parvenue grâce à l'ennemi. C'est aussi cela la vérité de la guerre. Pas celle qui fait plaisir, la vraie. Le monument se dresse sur une terre qui a changé de main 3 fois au XXe siècle. L'Empire russe, la Lituanie libre, l'occupation soviétique, l'occupation allemande, le retour des soviétiques, puis l'indépendance. Chaque bascule a charrié son lot de sang, de déportations, de massacres ethniques ou sociaux. Et sur cette terre, il y a ce monument pour 6 soldats rouges. Ni politique, ni idéologie. Juste le constat de ce que ces 6-là ont accompli. L'histoire ne pourra jamais l'effacer. Le courage n'appartient pas à l'État qui s'en sert. Il appartient à ceux qui le portent. Une cuillère de soldat, un nom gravé, presque effacé. La route de Razainyai est bitumée depuis belle lurette. Les voitures tracent sans s'arrêter. Aucun chauffeur ne sait ce qui s'est joué là. Un carrefour banal, des arbres, le ciel de Lituanie. Le 24 juin 41, il y avait un char ici, 22 heures durant. 6 hommes à l'intérieur. La route était barrée.